Minuit approche dans les rues silencieuses de Vienne. Soudain, une déflagration déchire la quiétude nocturne. Un distributeur automatique vient d'exploser dans un fracas métallique assourdissant. Fumée âcre, débris projetés, sirènes hurlantes, l'Autriche découvre brutalement l'arrivée d'un nouveau prédateur sur son territoire. Un prédateur qui porte un nom que l'Europe entière apprend à redouter, la Mokromafia. Août 2025 marque un tournant sanglant dans l'histoire criminelle autrichienne. Andreas Holzer, chef du BK, l'Office fédéral de la police criminelle, se dresse devant les journalistes, le visage grave. Les chiffres qu'il annonce glacent le sang. Depuis le début de l'année, plus de 26 attaques de distributeurs automatiques ont déferlé sur le territoire national. 12 ont échoué, certes, mais 14 ont réussi, laissant derrière elles un sillage de destruction et de terreur. Cette enquête coordonnée a obtenu des succès remarquables en peu de temps, mais ce n'est que le début, déclare-t-il, d'une voix qui trahit l'ampleur du défi. Car derrière ces explosions n'agit pas de simples délinquants locaux, mais les tentacules d'une pieuvre criminelle internationale dont la réputation terrorise déjà les Pays-Bas et la Belgique. Nina Busek, procureure en chef de Vienne, révèle l'intensité de la mobilisation judiciaire depuis octobre 2024. Plus de 100 ordonnances ont été émises, incluant environ 40 autorisations d'écoute téléphonique. Cette bureaucratie de la traque témoigne d'une réalité terrifiante. L'infrastructure criminelle qui s'est implantée en Autriche n'est pas le fruit d'une improvisation, mais d'une expansion méthodique et planifiée. Les forces de l'ordre ont également procédé à de multiples saisies et arrestations, démontrant que cette guerre souterraine mobilise des ressources considérables des deux côtés de la légalité. Cette mobilisation judiciaire exceptionnelle révèle que les autorités autrichiennes ont identifié un réseau bien plus vaste que les seules équipes responsables des explosions spectaculaires. L'offensive menée par les autorités autrichiennes ressemble à une véritable opération militaire. Chaque élément saisi raconte une histoire, celle d'une machine criminelle parfaitement rodée, disposant de moyens logistiques impressionnants et d'une capacité d'adaptation remarquable aux spécificités du terrain autrichien. Mais qui sont vraiment ces hommes arrêtés dans cette vague de répression? Principalement des ressortissants néerlandais d'origine marocaine, confirmant ainsi l'hypothèse redoutée des enquêteurs, la Mokromafia a officiellement franchi une nouvelle frontière européenne. Ces hommes ne sont pas des amateurs occasionnels. Leur mode opératoire le prouve avec une précision chirurgicale qui glace le sang des observateurs. Cette composition révèle la stratégie d'expansion de l'organisation. Elle n'envoie pas d'émissaires étrangers improvisés. Elle déplace ses propres membres expérimentés pour former et encadrer les équipes locales selon ses méthodes éprouvées. Explosions contrôlées à distance, véhicules incendiés systématiquement après usage, fuites organisées avec une précision militaire. La signature de la Mokromafia ne laisse absolument aucune place au hasard. Les charges explosives artisanales utilisées révèlent une expertise technique profondément inquiétante. Détonées par des câbles à distance pour minimiser les risques d'identification des opérateurs, cette approche méthodique transforme chaque attaque en démonstration de force calculée, envoyant un message cristal clair aux autorités locales. Nous maîtrisons parfaitement la technologie, nous contrôlons désormais ce territoire et nous n'avons peur de rien ni de personne. L'incendie systématique des véhicules de fuite après chaque opération témoigne d'un niveau de professionnalisme qui distingue radicalement cette organisation des groupes criminels traditionnels européens. Ces hommes ne laissent pas de traces par négligence. Ils effacent méthodiquement toute preuve susceptible de remonter jusqu'à leur structure organisationnelle. L'Autriche, pays habitué à une criminalité relativement mesurée et contrôlée, découvre brutalement les méthodes d'une organisation qui a fait ses armes dans l'environnement urbain hostile des Pays-Bas et de la Belgique. Cette transplantation criminelle ne s'effectue absolument pas au hasard. Elle témoigne d'une stratégie d'expansion européenne. Ces pionniers du trafic exploitent intelligemment leurs liens familiaux, ancestraux, avec les cultivateurs de cannabis du Rif marocain. Cette région montagneuse du nord du royaume chérifien, où prospère une culture millénaire de la plante interdite. Vous rendez-vous compte que ces liens familiaux, transmis de génération en génération, sont devenus les fondations d'un empire criminel de 20 milliards d'euros annuels. Quand les Pays-Bas ouvrent partiellement leur marché du cannabis dans les années 70, ces entrepreneurs criminels saisissent une opportunité historique, sans précédent. Ils ne se contentent pas d'importer simplement de la marchandise, ils créent des réseaux durables, corrompent méthodiquement des intermédiaires stratégiques,
établissent des routes commerciales solides et pérennes. Mais leur génie criminel réside dans leur capacité d'adaptation constante aux évolutions du marché. Lorsque les Pays-Bas légalisent partiellement les drogues douces, privant le hashish d'une part significative de sa rentabilité, ces organisations pivotent immédiatement vers des substances infiniment plus lucratives. La cocaïne devient leur nouvel or blanc. Et avec cette transition, commence la véritable ascension fulgurante de la mocromafia vers la domination européenne. Amsterdam, Rotterdam, Anvers. Ces noms résonnent aujourd'hui comme les capitales européennes incontestées du trafic de cocaïne. Pourtant, cette domination écrasante n'est absolument pas le fruit du hasard, mais d'un avantage géographique exploité avec un génie criminel absolument redoutable. La proximité des plus grands ports européens, Rotterdam et Anvers côté nord, Algeciras côté espagnol, offre à la mocromafia un accès privilégié et quasi exclusif aux routes commerciales mondiales. Ces portes d'entrée de l'Europe deviennent littéralement les artères vitales d'un empire criminel en expansion constante et méthodique. Collaboration étroite avec les cartels colombiens, établissement de filières logistiques transatlantiques sophistiquées, l'immensité des flux commerciaux légitimes qui brassent des millions de conteneurs annuellement. Mais l'Autriche, située stratégiquement au cœur géographique de l'Europe, représente-t-elle un nouveau défi stratégique pour cette organisation en expansion ? Sa position de carrefour naturel entre l'Europe occidentale et orientale, ses connexions historiques avec les Balkans, ses infrastructures de transport particulièrement développées, en font-elles une cible prioritaire pour l'expansion continentale de la mocromafia ? Les événements dramatiques de 2025 semblent malheureusement confirmer cette hypothèse terrifiante et ses implications pour l'ensemble du continent européen. Au sommet de cette pyramide criminelle règne un homme dont le simple nom fait trembler les plus endurcis du milieu. Ridwan Taghi. Né le 20 décembre 1977 à Beni Salman au Maroc, cet individu de 46 ans a construit un empire criminel d'une ampleur absolument inégalée en Europe moderne. Surnommé le baron de la cocaïne par les médias internationaux, Taghi émerge dans la presse comme figure dominante de la mocromafia à partir de 2015. Mais son ascension criminelle commence bien avant cette date médiatisée. Sa stratégie implacable, éliminer méthodiquement et physiquement la concurrence pour s'imposer comme le maître incontesté du trafic européen de cocaïne. Cette approche de monopolisation par l'élimination distingue radicalement Taghi des barons traditionnels qui préféraient la coexistence territoriale. Suite à l'arrestation du criminel Benaouf en 2013, puis aux assassinats ciblés et calculés des barons rivaux, Gwenet Marta et Samir Bouyakrishan en 2014, Taghi consolide méthodiquement sa position dominante sur le marché européen. Ces éliminations ne relèvent absolument pas de règlements de compte improvisés ou passionnels, mais d'une stratégie de monopolisation méthodique du marché criminel européen. Résultat concret et terrifiant. En amont de son procès historique, la police européenne estime qu'un tiers du trafic de cocaïne en Europe passe directement par son organisation criminelle. Un tiers de toute la cocaïne européenne. Le 27 février 2024, après 6 longues années de procédures judiciaires complexes, Ridwan Taghi est finalement condamné à la prison à perpétuité pour une série de meurtres commis entre 2015 et 2017. Saïd Razouki subit exactement le même sort, condamné à perpétuité pour son rôle direct dans 10 assassinats documentés. 3 condamnations à vie sur 17 accusés dans ce procès historique surnommé Marengo. Ces verdicts inflexibles témoignent de la violence extrême et systématique de cette organisation. Mais ils révèlent également son caractère hydrique, particulièrement inquiétant. Couper une tête dirigeante, 2 structures opérationnelles repoussent. Ailleurs, en Europe, l'expansion autrichienne de 2025 le prouve dramatiquement et sans aucune ambiguïté possible. Othman El Balouti incarne parfaitement cette capacité de régénération terrifiante de la mocromafia. Ce baron financier, capturé le 3 décembre 2024 par la police belge lors d'une opération d'envergure, révèle l'ampleur véritablement sidérante des ramifications financières de l'organisation criminelle. Près de 100 millions de dollars d'actifs blanchis méthodiquement aux Émirats arabes unis et en Chine, des liens opérationnels avec des dirigeants de cartels équatoriens, des connexions financières avec des dirigeants saoudiens et des seigneurs de la drogue espagnols. El Balouti ne se contente absolument pas de blanchir simplement de l'argent sale. Il tisse une véritable toile financière internationale d'une complexité absolument sidérante.
Sa condamnation par contumace à 7 ans de prison en septembre 2024 pour l'importation de 840 kg de cocaïne d'Équateur vers Anvers illustre parfaitement l'ampleur industrielle des opérations quotidiennes de la Mocromafia. Sa disparition mystérieuse le 20 octobre 2019, officiellement pour échapper à des groupes criminels rivaux après avoir dénoncé des cargaisons concurrentes, illustre parfaitement la guerre impitoyable et permanente qui fait rage dans les milieux du trafic international européen. Karim Bouyakrichan, arrêté le 9 janvier 2024 en Espagne, puis mystérieusement disparu le 1er avril après sa remise en liberté conditionnelle controversée, incarne l'internationalisation croissante et l'expansion géographique de la Mocromafia. Accusé de blanchiment de capitaux pour plus de 6 millions d'euros, cet homme illustre parfaitement la stratégie d'implantation méthodique de l'organisation sur la Costa del Sol espagnole. Cette région, surnommée l'ONU du crime organisé par les experts internationaux, abrite désormais 113 organisations mafieuses de 59 nationalités différentes. Dans cette babel criminelle internationale, la Mocromafia s'impose progressivement, mais sûrement, comme une force dominante et fédératrice capable de coordonner les autres groupes. L'opération du 3 mai 2024, démantelée par la police nationale espagnole, avec la collaboration active des autorités allemandes et françaises, révèle l'ampleur réelle de cette implantation systématique. 14 arrestations simultanées à Marbella, incluant 2 Allemands d'origine marocaine et iranienne, démontrent concrètement que la Mocromafia recrute désormais largement au-delà de ses bases ethniques traditionnelles. Cette diversification stratégique du recrutement témoigne d'une maturité organisationnelle profondément inquiétante. L'organisation ne se contente plus d'exploiter uniquement les liens familiaux ou culturels ancestraux. Elle sélectionne désormais ses membres sur des critères purement opérationnels et professionnels. 6 années de procédures judiciaires, 17 accusés, des mesures de sécurité dignes d'un film d'action hollywoodien, le procès Marengo restera définitivement dans l'histoire judiciaire européenne comme le symbole absolu de la confrontation entre l'état de droit démocratique et le crime organisé moderne. Ces meurtres ne constituent absolument pas des actes de vengeance spontanés ou émotionnels, mais des opérations parfaitement calculées et planifiées visant à terroriser l'ensemble du système judiciaire européen. Message subliminal absolument terrifiant: quiconque ose témoigner ou enquêter publiquement sur la Mocromafia risque directement sa vie et celle de ses proches innocents. Transport systématique des suspects dans des convois blindés, escortes armées permanentes, audience dans le bunker d'Osdorp à Amsterdam. Le procès Marengo transforme littéralement la procédure judiciaire en véritable opération militaire de haute sécurité. Ce tribunal ultra sécurisé, construit spécialement pour les procès de haute criminalité, ressemble davantage à une base militaire qu'à un traditionnel palais de justice européen. Cette théâtralisation impressionnante de la sécurité ne relève absolument pas de la paranoïa institutionnelle, mais d'une nécessité vitale documentée. Face à une organisation criminelle capable d'orchestrer des assassinats en plein cœur d'Amsterdam, les autorités néerlandaises n'ont strictement aucun autre choix que d'adapter radicalement leurs méthodes à l'ampleur de la menace contemporaine. Paradoxe glaçant et révélateur, plus les mesures de sécurité se renforcent drastiquement, plus elles révèlent indirectement la puissance opérationnelle réelle de l'adversaire criminel. Car si les autorités européennes doivent déployer de tels moyens exceptionnels pour protéger un simple procès judiciaire, que révèle concrètement cette débauche de précaution sur la capacité opérationnelle véritable de la Mocromafia? L'expansion autrichienne de 2025, survenant malgré l'emprisonnement à vie des dirigeants historiques et le démantèlement supposé de l'organisation, confirme cette réalité absolument terrifiante. La Mocromafia ne dépend plus d'individus spécifiques, charismatiques. Elle est devenue un véritable système organisationnel autonome et résilient. Derrière la violence spectaculaire médiatisée se cache une réalité économique proprement sidérante. À l'échelle européenne globale, le réseau de contrebande directement contrôlé par la Mocromafia représente plus de 10 milliards de dollars annuels, soit environ 9 milliards d'euros au cours de change actuel. Travaillant principalement depuis ses bases belges et néerlandaises, ce cartel criminel contrôle désormais un tiers complet du marché européen de la cocaïne. Un tiers de toute la cocaïne consommée en Europe. Cette proportion révèle une situation de quasi-monopole territorial dans certains secteurs spécifiques du trafic international. Concrètement, si vous voyez de la cocaïne dans une soirée européenne,
il y a statistiquement une chance sur 3 qu'elle ait transité par les réseaux directs de Taghi et de ses successeurs. Comment une telle concentration économique criminelle a-t-elle pu s'opérer sous les yeux apparemment aveugles des autorités européennes spécialisées? Au-delà du trafic pur de stupéfiants, la Mokromafia maîtrise l'art complexe du blanchiment d'argent avec une sophistication technique qui défie littéralement l'imagination des enquêteurs. Un montant colossal, estimé à 16 milliards d'euros, est blanchi annuellement aux Pays-Bas uniquement, exploitant méthodiquement l'orientation internationale et numérique avancée du pays. Cette somme absolument colossale circule quotidiennement dans l'économie légale européenne, contaminant insidieusement les secteurs immobiliers, financiers, commerciaux légitimes. Anvers, capitale mondiale du traitement industriel des diamants, devient une destination privilégiée pour recycler discrètement les profits criminels colossaux, parfois directement payés en pierres précieuses transportables. Cette méthode révèle la créativité constante et l'innovation permanente de l'organisation pour adapter continuellement ses techniques aux spécificités particulières de chaque marché national européen. Belgique, secteur immobilier massivement infiltré. Pays-Bas, circuit financier systématiquement détourné. Espagne, investissements touristiques suspects mais légaux. L'argent de la Mokromafia irrigue par tous les criminels européens des membres de la Mokromafia se vantent ouvertement d'avoir soudoyé systématiquement des douaniers dans le port africain de Dakar. Cette corruption méthodique s'étend massivement aux dockers des ports stratégiques d'Anvers et de Rotterdam. Payer jusqu'à 100 000 € pour déplacer stratégiquement des conteneurs spécifiques et éviter les contrôles douaniers réglementaires. 100 000 € pour un seul service. Cette somme pharaonique, largement supérieure au salaire annuel de nombreux travailleurs européens, révèle les moyens financiers absolument colossaux de l'organisation et sa capacité terrifiante à corrompre méthodiquement les rouages essentiels du commerce international légal. Cette corruption systémique ne se limite absolument pas aux installations portuaires européennes. Magistrats, policiers, douaniers, responsables politiques locaux, la Mokromafia tisse méthodiquement et patiemment une toile gigantesque de complicité qui paralyse efficacement l'action des autorités légales. Comment enquêter réellement efficacement sur une organisation criminelle qui dispose d'informateurs rémunérés dans les services officiels chargés de la combattre? Comment protéger concrètement des témoins menacés quand l'organisation connaît précisément les mesures de protection avant même leur mise en place opérationnelle? Cette guerre permanente de l'information révèle l'adaptation remarquable de la criminalité moderne aux techniques de renseignement contemporaines les plus sophistiquées. Au cours des 10 dernières années européennes, plus de 100 personnes ont péri directement dans les violences opposant la Mokromafia aux trafiquants belges concurrents. 100 morts documentées. Cette hécatombie européenne ne résulte absolument pas de conflits spontanés ou territoriaux traditionnels, mais d'une stratégie parfaitement délibérée de contrôle territorial par la terreur systématique. Chaque assassinat ciblé envoie un message codé précis aux concurrents potentiels. Ce marché européen nous appartient désormais exclusivement. Toute intrusion sera immédiatement sanctionnée par la mort violente, car la peur constitue l'arme la plus efficace et la moins coûteuse de la Mokromafia. Peur des témoins potentiels, peur des concurrents établis, peur des autorités judiciaires, peur généralisée de la population civile. Rhénanie du Nord-Westphalie, septembre 2025. Cette explosion de distributeurs automatiques est liée à des tentatives de vol en seulement 3 semaines. 7 attaques en 21 jours. Cette escalade soudaine et brutale confirme l'expansion méthodique de la Mokromafia vers le territoire allemand, reproduisant exactement en territoire germanique les méthodes expérimentées aux Pays-Bas et perfectionnées récemment en Autriche. Dirk Peglo, chef de la Fédération des détectives allemands, lance un avertissement glacial et prémonitoire. Nous, en Allemagne, ne pouvons absolument pas attendre que des structures criminelles similaires à celles des Pays-Bas se développent sur notre territoire national. Cet aveu public révèle la prise de conscience tardive, mais réelle, des autorités allemandes face à une menace criminelle qui progresse systématiquement plus vite que les dispositifs de défense institutionnelle classiques. L'Allemagne, avec sa puissance économique continentale, ses infrastructures particulièrement développées, sa position centrale stratégique en Europe, représente un prix particulièrement alléchant pour la Mokromafia en expansion. Contrôler efficacement le territoire allemand signifierait concrètement dominer le cœur économique européen, accéder directement à des marchés gigantesques et solvables,
disposer de bases arrières sécurisées et légales pour coordonner les opérations continentales futures. Cette logique expansionniste révèle l'ambition stratégique véritable de l'organisation criminelle. Ne plus se contenter de simples niches criminelles locales, mais conquérir méthodiquement l'ensemble du continent européen selon un plan d'expansion à long terme. Août 2025. Révélation qui glace littéralement le sang des observateurs. La police internationale intercepte un adolescent suédois se dirigeant vers sa cible assignée à Malaga exactement à minuit. Quelques heures plus tard, un jeune de Göteborg est arrêté à Benalmádena. Cette stratégie diabolique et cynique exploite parfaitement la législation européenne, naturellement protectrice envers les mineurs délinquants. Adolescents jugés par des tribunaux spécialisés pour enfants, condamnation systématiquement réduite, réinsertion sociale facilitée, la Mokromafia transforme méthodiquement la bienveillance humaniste du système judiciaire européen en avantage opérationnel direct et durable. Ces jeunes tueurs à gages, recrutés massivement via les réseaux sociaux populaires, manipulés psychologiquement par des promesses d'argent facile et de respect social immédiat, deviennent littéralement les soldats sacrifiables d'une armée criminelle qui n'hésite plus à sacrifier délibérément l'innocence de l'enfance européenne sur l'autel de ses profits sanguinaires et de son expansion territoriale. Mark Rutte, Premier ministre néerlandais, Vincent van Quickenborne, ministre belge de la Justice, John van den Heuvel, journaliste d'investigation réputé, Katharina Amalia, princesse, héritière des Pays-Bas. Ces noms prestigieux ont un point commun absolument terrifiant. Tous figurent directement sur les listes officielles de cibles prioritaires de la Mokromafia. Cette escalade institutionnelle révèle l'évolution profondément inquiétante de l'organisation vers un modèle de quasi-État parallèle qui n'hésite plus à défier directement et publiquement les institutions démocratiques européennes établies. Menacer directement une princesse héritière, intimider un Premier ministre européen, cibler spécifiquement un ministre de la Justice, ces actes dépassent largement le simple crime organisé traditionnel pour relever de la sédition caractérisée et de l'atteinte à la sûreté de l'État. Septembre 2021, les services de sécurité néerlandais placent officiellement Mark Rutte sous protection renforcée permanente face aux menaces directes et documentées de la Mokromafia. Cette situation absolument inédite dans l'histoire européenne moderne révèle l'impuissance relative et croissante des États européens face à une organisation criminelle qui dispose de moyens financiers rivalisant directement avec ceux de certains gouvernements nationaux. Comment protéger réellement efficacement des personnalités publiques exposées ? L'Autriche, carrefour européen stratégique entre l'Ouest et l'Est, porte d'entrée historique vers les Balkans, pays aux traditions bancaires particulièrement discrètes, représente un territoire absolument stratégique pour la Mokromafia en expansion continentale. Sa position géographique centrale permet de contrôler efficacement les flux commerciaux vers l'Europe orientale émergente. Ses infrastructures de transport développées facilitent considérablement la logistique criminelle internationale. Sa stabilité politique traditionnelle garantit un environnement opérationnel prévisible et sécurisé. Analysons méthodiquement la méthode d'implantation. Les 14 suspects arrêtés sont principalement des ressortissants néerlandais d'origine marocaine. Cette composition ethnique et nationale révèle précisément la stratégie d'expansion éprouvée de l'organisation. Elle n'envoie absolument pas d'émissaires étrangers improvisés ou mal préparés. Elle déplace méthodiquement ses propres membres les plus expérimentés pour former et encadrer les équipes locales selon ses protocoles opérationnels éprouvés. Les 16 motos saisies illustrent parfaitement l'adaptation intelligente aux spécificités du terrain autrichien. Véhicules rapides et maniables, facilement dissimulables dans le trafic urbain dense, parfaits pour les fuites rapides après les opérations. Les explosifs artisanaux confisqués révèlent la sophistication technique remarquable. Ces charges ne sont absolument pas improvisées par des amateurs, mais fabriquées selon des protocoles techniques éprouvés, testés lors des opérations néerlandaises et belges antérieures. Pour comprendre l'intérêt stratégique spécifique de l'Autriche, il faut visualiser précisément les routes internationales complexes de la cocaïne européenne. Départ obligé, les plantations colombiennes, équatoriennes, péruviennes, d'Amérique du Sud. Transit stratégique obligatoire, les ports européens de Rotterdam, Anvers, Algésiras. Mais ensuite, que se passe-t-il concrètement ? La marchandise illégale
doit être distribué efficacement vers les consommateurs finaux. Les explosions spectaculaires de distributeurs automatiques ne constituent que la partie émergée et visible de l'iceberg criminel. Derrière ces actions médiatisées se cache probablement l'installation méthodique d'infrastructures logistiques durables et discrètes. Entrepôts de stockage sécurisés, ateliers de conditionnement industriel, réseaux de transport routier, centres de blanchiment financier. L'Autriche pourrait devenir dans les prochaines années une base arrière absolument essentielle de l'empire criminel européen. Parfaitement intégrée dans l'économie légale locale, révélation technique absolument terrifiante. Les extracteurs de drogue employés innovent par la micromafia dans les ports européens. Ces jeunes hommes, spécialement entraînés, s'introduisent clandestinement dans l'enceinte portuaire sécurisée via des conteneurs spécialement aménagés et vides, puis extraient méthodiquement la cocaïne dissimulée dans les cargaisons légales avant de disparaître totalement, sans laisser de traces. Cette méthode révolutionnaire et audacieuse transforme littéralement les ports européens en véritables supermarchés organisés du crime, où la marchandise illégale se mélange indiscernablement aux flux commerciaux légitimes qui brassent quotidiennement des millions de conteneurs. L'amplitude technique de cette innovation révèle la capacité d'adaptation constante et remarquable de l'organisation aux dispositifs de sécurité traditionnels européens les plus sophistiqués. Transposition intelligente de cette technique au contexte spécifique autrichien, le pays ne disposant d'aucun port maritime, la micromafia doit nécessairement adapter ses méthodes éprouvées aux spécificités géographiques locales particulières. Les explosions spectaculaires de distributeurs pourraient parfaitement constituer une tactique de diversion calculée, attirant délibérément l'attention des forces de l'ordre sur des activités spectaculaires mais économiquement secondaires, pendant que s'installent discrètement et méthodiquement les véritables infrastructures criminelles durables. Cette stratégie de l'arbre médiatique qui cache la forêt opérationnelle révèle la sophistication tactique remarquable de l'organisation. Résultat concret et prévisible, les experts spécialisés estiment objectivement que les forces de l'ordre européennes n'interceptent pas plus de 12% de la cocaïne entrant effectivement par les ports continentaux. 12% seulement. Cette proportion absolument dérisoire révèle l'ampleur véritable du défi sécuritaire et l'inadéquation flagrante des moyens institutionnels déployés face à une organisation criminelle qui investit annuellement plusieurs milliards d'euros dans ses opérations européennes. L'arrestation médiatisée des dirigeants historiques comme Ridwan Taghi, célébrée massivement comme une victoire judiciaire décisive, révèle finalement ses limites structurelles. L'expansion autrichienne continue. De 2025, prouve concrètement que l'organisation survit et prospère malgré l'emprisonnement à vie de ses fondateurs charismatiques. Cette résilience organisationnelle remarquable révèle l'évolution profonde de la micromafia vers un modèle organisationnel décentralisé et moderne, capable de fonctionner efficacement, indépendamment de personnalités individuelles charismatiques. L'organisation s'institutionnalise progressivement, se bureaucratise méthodiquement, se systématise durablement. Elle devient une véritable multinationale du crime,